Au Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa prend les rênes du pays ce vendredi, 3 jours après la démission du président Robert Mugabe. Mais déjà, son arrivée au pouvoir suscite des espoirs. Visite officielle du président du Soudan en Russie, Omar el-Béchir a assuré jeudi que le Soudan avait besoin d'être protégé contre les actes agressifs des États-Unis. En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika a voté lors d'élections qui désigneront les élus communaux et départementaux. Les apparitions publiques du chef de l'État sont devenues très rares. Voilà pour les titres. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Au Zimbabwe, c'est ce vendredi qu'Emmerson Mnangagwa sera investi président, mais déjà son arrivée au pouvoir suscite des espoirs. Il prend le pouvoir 3 jours seulement après la démission historique du président Robert Mugabe, qui a démissionné sous la pression de l'armée, de la rue et de son propre parti. Le successeur du président Robert Mugabe, Emmerson Mnangagwa, s'apprête à prendre le pouvoir au Zimbabwe et promet de s'atteler immédiatement à la reconstruction du pays qui sort essoufflé des 37 années de règne de son prédécesseur. Emmerson Mnangagwa sera investi officiellement président du Zimbabwe ce vendredi, 3 jours seulement après la démission historique du président Robert Mugabe qui a cédé sa place sous la pression de l'armée, de la rue et de son propre parti. À 75 ans, ce fidèle du régime au rêve de pouvoir longtemps contrarié tient sa revanche. Mais celui que les Zimbabwe surnomment le crocodile n'est pas au bout de ses peines. Il hérite d'une économie en lambeaux, d'un parti divisé et d'une population qui a de très fortes attentes. Mercredi, quelques heures après son retour d'un bref exil sud-africain, Emmerson Mnangagwa a réservé son premier discours de futur chef d'État à quelques centaines de partisans réunis devant le siège du parti au pouvoir, la ZANU-PF. Un discours dans lequel il a affiché sa ferme volonté de relancer l'économie et de créer des emplois. Visite officielle du président du Soudan en Russie, Omar el-Béchir, a assuré ce jeudi que le Soudan avait besoin d'être protégé contre les actes agressifs des États-Unis, ce malgré la levée récente de l'embargo américain imposé pendant 20 ans à son pays. C'était au cours d'une rencontre avec Vladimir Poutine. Les images. Alors qu'il ploie sous 2 mandats d'arrêt internationaux, le président soudanais effectue sa première visite en Russie. Omar el-Béchir n'est pas passé par 4 chemins. Il l'a dit haut et fort, Khartoum veut renforcer la coopération militaire avec Moscou en vue de rééquiper ses forces armées. Une collaboration nécessaire pour se protéger contre les actes agressifs des États-Unis. Pourtant, les États-Unis ont décidé en octobre de lever certaines sanctions imposées au Soudan depuis 1997. Ils ont en revanche maintenu ce pays sur leur liste des États soutenant le terrorisme. Les Américains ont réussi à diviser le Soudan en 2 États et ils travaillent à le diviser encore plus. Nous avons besoin d'être protégés contre les actes agressifs des États-Unis. Les Américains sont responsables de ce qui se passe en Syrie. Notre position sur la Syrie est la même que les Russes, même sans coordination. Notre position est qu'il ne peut y avoir de paix en Syrie sans le président Bachar al-Assad. Si la Russie n'était pas intervenue dans la situation en Syrie, ce pays aurait été perdu. Le président soudanais est visé par 2 mandats d'arrêt internationaux émis par la Cour pénale internationale en 2009 et en 2010 pour génocide, entre autres. Mais il continue de voyager dans certains pays sans être inquiété. Le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh a lui aussi effectué une visite en Chine où il a été accueilli par son homologue chinois Xi Jinping. Lors de cette visite qui intervient 2 mois après l'ouverture de la première base de l'armée chinoise à Djibouti, les 2 chefs d'État se sont mis d'accord pour élever le niveau des relations bilatérales à un partenariat stratégique. Le point à travers ces images. La Chine et Djibouti ont élevé ce jeudi le niveau de leurs relations diplomatiques. C'était lors de la rencontre dans la capitale chinoise entre le président chinois Xi Jinping
et son homologue djiboutien Ismaël Omar Guelleh qui effectuait une visite à Pékin. Lors de sa rencontre avec Xi Jinping, Ismaël Omar Guelleh a déclaré sa fierté de compter parmi les amis de la Chine. Il s'agit d'une visite d'état de 72 heures qui intervient quelques mois après l'ouverture par l'armée chinoise d'une base militaire dans ce pays de la Corne de l'Afrique. En effet, la Chine a inauguré début août à Djibouti sa première base militaire à l'étranger. Selon Pékin, elle est destinée à soutenir les opérations de maintien de la paix de l'ONU, d'évacuation de ses ressortissants et d'escorte navale. Djibouti, un pays de 800 000 habitants, est stratégiquement situé sur le détroit de Bab el-Mandeb, un des corridors maritimes les plus fréquentés au monde qui contrôle l'accès à la mer Rouge. Le pays compte déjà des bases militaires de la France, des États-Unis et du Japon. Je l'annonçais en titre, en Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika a voté jeudi à Alger lors d'élections qui désigneront les élus communaux et départementaux. Les apparitions publiques du chef de l'État algérien sont devenues rares depuis un accident vasculaire qu'il a subi en 2013 et qu'il a, depuis, très affaibli. Les images. Très affaibli depuis un accident vasculaire cérébral en 2013, le président Abdelaziz Bouteflika a voté en fin de matinée jeudi à Alger. Accompagné comme à chaque scrutin de ses deux frères et ses deux jeunes neveux, le président en fauteuil roulant a placé lui-même ses bulletins dans l'urne et a posé son empreinte digitale sur la liste d'émargement avant de repartir sans faire de déclaration. La veille, dans un message diffusé par les médias publics, il avait exhorté les Algériens à participer massivement au scrutin. Ils étaient 22 millions d'électeurs appelés aux urnes. Sans enthousiasme apparent, ils ont voté pour désigner leurs élus communaux et départementaux à l'issue d'une campagne atone dans un contexte économique et social morose. Les différents partis politiques qui avaient pris conscience du peu d'intérêt suscité par une campagne peu animée ont multiplié durant les derniers jours les appels aux urnes. Les législatives de mai ont déjà été marquées par une très forte abstention. Seuls 35,37% des électeurs s'étaient déplacés contre 42,9% 5 ans plus tôt. Les résultats officiels de ces élections locales sont attendus vendredi. Au Gabon, brouille entre le pouvoir et les fonctionnaires des régies financières, les douanes, les impôts, les hydrocarbures et le trésor sont en grève depuis 8 jours. Les grévistes demandent le paiement d'arriérés, de primes et de retour à un ancien système de rémunération. Les détails. Les membres de la Fédération syndicale des régies financières et administrations assimilées sont en colère au Gabon. Le gouvernement gabonais refuse d'accéder à leurs demandes préalables aux négociations. Il est ici question du paiement des arriérés de primes, le retour à l'ancien système du paiement de ces primes qui liait leur rémunération à l'intéressement au contrôle. Les discussions sont toujours en cours d'après le ministère du Budget. En effet, un nouveau système prive les agents de ces primes d'intéressement et instaure un régime de paiement variable des primes. C'est là que le bât blesse. Le gouvernement a lancé le 8 novembre une opération coup de poing pour lutter contre la fraude douanière. Ce, dans le but d'optimiser les recettes douanières. Cette opération, baptisée Aigle Douane, a rapporté à ce jour 2,8 milliards de francs CFA. Il faut dire que les mouvements de grève des agents des régies financières est fréquent au Gabon. Le gouvernement avait déjà réformé en 2014 les systèmes de primes des agents de régie financière, déclenchant une vague de grève. Les experts en charge de la sécurité des frontières du Conseil de l'Entente se sont réunis à Lomé, au Togo, pour leur deuxième réunion ordinaire. La lutte contre la cybercriminalité dans les pays membres de l'institution devient plus que préoccupante. Ferdinand Gadé, notre correspondant au Togo, pour ce reportage. En cette fin d'année, 2 principaux points sont inscrits à l'ordre du jour de la deuxième réunion annuelle des experts en charge de la sécurité et des frontières de l'espace Entente, dont les travaux sont ouverts mercredi à Lomé. Cette deuxième réunion nous offre de surcroît l'occasion d'échanger sur une thématique aussi importante que déterminante pour la sécurité, le développement et la stabilité de notre espace communautaire. Il s'agit de la lutte contre la cybercriminalité.
la lutte contre la cybercriminalité. Les pays membres du Conseil de l'Entente sont invités à l'école ivoirienne selon ces experts. De ce qu'on a écouté l'année dernière, la Côte d'Ivoire est en avance sur les autres pays. Et donc, ils ont une direction de l'informatique et des traces technologiques qui est très équipée, qui a des outils, qui a formé des gens. On va partager ça. Et suite à ça, le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente va monter un projet de duplication de cette expérience dans tous les autres États membres. Pendant les 2 jours de cette rencontre de ces experts, en prélude à la 2e réunion des ministres en charge de la sécurité et des frontières des 5 pays membres de cette vieille institution ouest-africaine, sera aussi présenté le rapport 2016 de l'indice Mo Ibrahim qui évalue la gouvernance politique et sécuritaire en Afrique. Le Rwanda a décidé d'accueillir jusqu'à 30 000 migrants africains vivant dans des conditions inhumaines en Libye, où une récente vente d'esclaves noirs a suscité l'indignation dans le monde. L'annonce a été faite mercredi par le chef de la diplomatie rwandaise, Louise Mushikiwabo. Le Rwanda devient ainsi le premier pays à répondre à l'appel de l'Union africaine qui avait sollicité l'aide des pays du continent face à l'esclavage des Africains en Libye. Kigali a annoncé être prêt à accueillir jusqu'à 30 000 migrants africains en provenance de la Libye. À l'instar du reste du monde, le Rwanda a été horrifié par la tragédie actuellement en cours en Libye, où des hommes et femmes ainsi que des enfants africains qui étaient sur la route de l'exil ont été arrêtés et transformés en esclaves. Des actes révélés à la face du monde le 14 novembre dernier par la chaîne de télévision américaine CNN qui a diffusé des images montrant un marché aux esclaves où étaient vendus aux enchères des migrants noirs d'Afrique subsaharienne. Et parlant toujours de la traite négrière en Libye, Emmanuel Macron a qualifié ce mercredi de crime contre l'humanité, la vente de migrants africains comme esclaves en Libye. Les détails. À l'issue d'une rencontre à l'Élysée avec le président de la Guinée et de l'Union africaine Alpha Condé, le président français Emmanuel Macron se prononçant ce mercredi sur la vente de migrants africains comme esclaves en Libye a insisté sur la nécessité d'aller beaucoup plus loin pour démanteler les réseaux en coopérant avec tous les pays de la région. Il a également demandé une réunion express du Conseil de sécurité des Nations Unies sur ce sujet. Et ce qui a été révélé au-delà de tout ce que nous avons pu dire et de ce que nous connaissons de la situation en Libye, relève bien de la traite des êtres humains. C'est un crime contre l'humanité, c'est une des formes de trafic aussi aujourd'hui les plus rentables et qui nourrit les délinquances les plus graves et pour partie des réseaux terroristes. Donc la dénonciation par la France a été immédiate, elle est sans appel. L'action que nous souhaitons conduire à cet égard est multiple. D'abord, la France prend aujourd'hui l'initiative d'organiser une démarche au sein du Conseil de sécurité sur la situation des migrants en Libye. Un débat a commencé hier au Conseil de sécurité. Il doit conduire à des actions concrètes et à des résolutions concrètes. À ce titre, je souhaite que nous puissions aller beaucoup plus loin dans la lutte contre les trafiquants qui commettent de tels crimes et coopérer avec tous les pays de la région pour démanteler ces réseaux. Alpha Condé a de son côté critiqué la coopération entre les Européens et les autorités libyennes pour freiner les flux migratoires. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi.